10 ans après avoir enterré leur pire ennemi, les Okua pensaient avoir retrouvé la paix. Mais dans l'ombre, ces héritiers tissent leur vengeance. Quand le sang appelle la trahison, quand l'amour devient une arme. Jusqu'où peut-on aller pour sauver son nom, sans perdre son âme? L'enterrement d'Adan eut lieu dans un silence presque religieux, sur une colline discrète aux abords d'Abuja. Seuls quelques membres triés sur le volet de la famille Okua y assistèrent. Pas de discours, pas d'honneur, pas de fleurs. Une simple stèle de pierre, vierge de tout nom, signalait l'endroit où reposait désormais celle qui, autrefois, avait tenu en respect tout un empire économique et souterrain. Obina regarda le cercueil descendre dans la terre avec une lourdeur qui n'appartenait pas qu'au bois et au métal. À cet instant précis, il sentit que quelque chose n'était pas réellement terminé. Il le savait, au fond de lui, mais il se tut. Il respecta la mise en terre, comme un pacte silencieux. Le message était arrivé dans une enveloppe scellée, une semaine plus tôt porteur d'une nouvelle glaciale. L'administration pénitentiaire de Blackgate, nous avons le regret de vous informer du décès de la détenue Adan Oka, matricule 7845 AG. Décès survenu dans sa cellule, suite à un incident isolé. Le corps a été pris en charge conformément aux procédures sanitaires renforcées. Conformément à ses derniers vœux, la dépouille sera remise à la famille pour inhumation privée. Obina avait lu et relu cette lettre sans parvenir à ressentir autre chose qu'un vide sourd. 15 ans plus tôt, il aurait hurlé, pleuré, tempêté. Mais ce matin-là, il était resté assis, immobile, une main tremblante serrant le papier comme s'il pouvait en extraire un autre verdict. Quelques semaines après. L'Empire Okua, que beaucoup pensaient condamné à l'effondrement après la chute d'Adan, avait survécu mieux, il avait été reconstruit. Sous la direction d'Ikena, le jeune loup pragmatique qu'Obina avait fini par adouber, l'entreprise s'était refaçonnée, plus éthique, plus verte, plus humaine. En façade, du moins. Les vieux réflexes du pouvoir absolu, eux, couvaient encore sous les sourires et les promesses. Ce matin d'avril, à Dubaï, la fondation Okua brillait de mille feux lors d'une conférence internationale sur l'énergie durable. Les projecteurs inondaient la grande salle, les journalistes étaient suspendus à leur micro, et au centre de la scène, trônait l'imposant logo argenté de l'entreprise, un globe stylisé traversé par une liane d'or. Ikena, tiré à 4 épingles dans son costume sombre, gravit les marches de la scène sous une salve d'applaudissements feutrés. Le programme qu'il allait présenter et des microcentrales solaires pour les communautés rurales incarnait la nouvelle image d'Okua, bienfaisante, innovante, irréprochable. Mais au moment même où il ajusta son micro pour prononcer les premiers mots, une interférence troubla l'écran géant derrière lui. Les motifs institutionnels s'effacèrent dans un grésillement, remplacés par un voile noir mouvant. La salle retint son souffle. Une silhouette émergea du brouillard numérique, encapuchonnée, drapée de noir, les yeux rouges braisés d'une colère muette. Puis, lentement, un symbole se dessina, un trône fendu, encerclé d'une spirale de flammes, ancien sceau occulte qu'Adan avait jadis gravé dans ses écrits clandestins. Dans l'assemblée, Chimamanda, assise en retrait, sentit son sang se glacer. Elle entendit, à peine distinct, un murmure rauque vibrer à travers les haut-parleurs, une incantation en igbo ancien. Elle connaissait ce dialecte. C'était celui des rituels interdits, celui que murmurait Adan entre ses murs de ciment et de fer. Ce n'est pas une panne, souffla Chimamanda en croisant le regard alarmé d'Ikena. Tu crois que c'est, elle? Non. Pire encore. Ce sont ceux qu'elle a formés, ceux qu'on a oubliés. La conférence fut suspendue dans la panique. Les techniciens évoquèrent un piratage, mais ni Ikena ni Chimamanda n'étaient dupes. De retour dans leur suite sécurisée de l'hôtel Burj Al Arab, ils se plongèrent fébrilement dans les anciens dossiers scellés. Log de Blackgate, archives des derniers jours d'Adan, rapport classifié. Un nom réapparu, comme une blessure mal refermée, la muette. Une détenue invisible, loyale parmi les loyales, disparut la nuit où Adan était soi-disant morte. Chimamanda parcourut en frissonnant la documentation, il n'y avait jamais eu d'autopsie. Le corps avait été scellé précipitamment sous prétexte de risque de contamination spirituelle. Trop vite. Trop facile. Ikena déterra une vieille tablette cryptée. Lorsqu'il réussit à s'y connecter, un message en surimpression clignota. Contact réactivé. Projet héritage, phase à engager. Un frisson parcourut l'air, presque palpable. Les cendres d'Adan n'avaient pas disparu. Elles fumaient encore. Et désormais, elles se ravivaient. La prison de haute sécurité de Blackgate, isolée dans les forêts du Delta,
n'était plus qu'un souvenir pour les médias. Depuis la mutinerie sanglante qui avait coûté la vie à plusieurs détenus et au moins 2 gardiennes, le complexe avait été partiellement fermé, une partie de ses ailes scellées comme des temples maudits. La mort d'Adan Okua, annoncée dans la presse, avait été reçue avec soulagement, incrédulité et méfiance. Car même enfermée, elle faisait trembler les murs du monde économique et spirituel nigérian. Mais à Blackgate, on ne parlait pas d'Adan au passé. On murmurait son nom comme un sort interdit. Car tous savaient que la nuit de la mutinerie, quelque chose n'allait pas. Chimamanda était désormais revenue à Okua comme consultante sous la demande de Dobina après remariage, avait réussi à obtenir un rapport secret, étouffé par l'administration pénitentiaire. À l'intérieur, une série d'anomalies, vidéos effacées, signaux brouillés, caméras qui s'éteignaient à heure fixe pendant 20 minutes, le temps exact de la mutinerie. Et surtout, un détail oublié. Une seule cellule retrouvée vide. Celle d'Anya Ewe, surnommée la Muette. Co-détenue d'Adan, recluse, silencieuse, mais toujours présente à ses côtés. Elle ne parlait jamais. Elle écrivait. Elle observait. Et au matin de la mutinerie, alors que le corps brûlé d'Adan gisait au sol, c'était Anya qui avait disparu sans laisser de traces. Selon les autres prisonnières, c'était elle qui dessinait des symboles identiques à ceux d'Adan dans la poussière, qui reproduisait ses gestes dans l'ombre, qui veillait quand Adan priait la nuit. Une élève. Une copie. Une ombre. À Lagos, dans les quartiers industriels, une femme au regard vidé à la démarche précise venait d'être recrutée comme responsable de la sécurité chez un sous-traitant d'Okua. Son nom est Olin Azor. Un profil parfait. Diplômes étrangers, casier vierge, accent neutre. Mais sur une vieille photo de prison, récupérée par Ikena dans les archives de Blackgate, il y avait un visage. Le même. Pendant ce temps, des accidents étranges se multipliaient. Un expert juridique d'Okua retrouvait sa voiture sabotée. Une comptable tombait soudainement malade après avoir découvert une faille dans les comptes. Une cargaison de matériaux explosait au port sans explication. Chaque incident semblait isolé. Mais Chimamanda voyait le fil invisible. Quelqu'un activait un réseau dormant. Et dans une cellule d'isolement désaffectée de Blackgate, là où la lumière ne pénétrait plus, un symbole gravé à la main restait intact sur le mur, un trône brisé encerclé d'une spirale. La signature d'Adan. Ikena serra les dents en le regardant à l'écran. Elle est peut-être morte. Chimamanda hocha la tête. Mais son esprit, lui, ne l'est jamais vraiment parti. Le retour ne serait pas une résurrection. Ce serait une reconstruction. Perché dans un joli chalet aux Royaumes-Unis, quelque part dans les montagnes de Glasgow, un homme ouvrit les yeux à l'aube. Tayo n'avait pas de passé officiel, ni de papier. Son nom changeait à chaque mission, mais dans les carnets secrets d'Adan, il n'était désigné que par un mot, héritier. Né d'une insémination rituelle orchestrée des années plus tôt entre un génie génétique disparu et un corps choisi dans le cercle sacré d'Adan, Tayo n'avait jamais connu l'enfance. Il avait grandi dans les archives, les rites et la douleur. Formé à toutes les disciplines, arts martiaux, rhétorique, neuropsychologie, manipulation sensorielle, hacking quantique, linguistique occulte. Il parlait 12 langues. Il tuait sans haine. Il n'aimait rien, sauf une chose, accomplir le plan. Ce matin-là, un oiseau mécanique vint se poser sur le rebord de sa fenêtre. Dans son bec, un petit rouleau de papier contenant une seule ligne codée. Va vers elle. L'amour sera l'arme. Signé d'un symbole en spirale. Tayo n'eut pas besoin d'en savoir plus. Il connaissait sa cible, Amara Okua, fille d'Ikena, brillante étudiante en sciences politiques à Oxford, actuellement en séjour de recherche à Lagos. Une jeune femme passionnée, combative, curieuse de comprendre le passé qui avait détruit sa famille. Elle s'interrogeait sur Adan, sur Obina, sur la chute de l'Empire. C'était la faille parfaite. Tayo atterrit 3 jours plus tard à Oxford, sous le nom d'Ezra Madou, consultant en cyberdéfense et avait livré un discours brillant et captivant dans une cérémonie qui était organisée par les étudiants africains. Séduit par le discours, Amara s'approcha de lui et après quelques échanges il lui affirme qu'il travaille pour une start-up affiliée à un partenaire secondaire d'Okua. En quelques semaines, il se fraya un chemin dans les cercles académiques, les conférences privées, les colloques où Amara apparaissait souvent. Le premier contact fut banal, un débat sur l'éthique des IA de surveillance. Mais déjà, Tayo avait planté la graine. Il était charmant, modéré, brillant. Elle, méfiante mais intriguée.
Puis vinrent les discussions, les cafés, les promenades. Il écoutait. Il posait les bonnes questions. Il caressait ses doutes. Il ne la séduisait pas par la force. Il la tissait, doucement, comme on tisse une toile. Il l'encourageait à lire les documents oubliés, à creuser les incohérences dans le procès d'Adan, à remettre en question la version officielle. Il lui parlait d'autres vérités, d'un monde régi par des récits imposés, de femmes réduites au silence au nom du pouvoir. Amara, brillante mais blessée, tomba peu à peu sous l'emprise de ces mots. Tayo n'était pas là pour aimer. Il était là pour posséder son esprit. Et une fois cela accompli, la véritable guerre pourrait commencer, celle où Amara trahirait les siens, sans jamais s'en rendre compte. Obinna Okua n'était plus qu'une silhouette dans l'ombre de son propre héritage. Depuis son retrait, il avait choisi la discrétion, préférant les conseils discrets aux projecteurs médiatiques. Ses rares apparitions publiques montraient un homme affable, presque fragile, mais son regard trahissait une fatigue ancienne, comme un poids qu'aucune retraite n'aurait pu alléger. Dans la grande maison qu'il occupait à la périphérie de Lagos, ses journées s'écoulaient entre les lectures, les souvenirs et quelques réunions stratégiques avec Ikena et Chimamanda. Mais depuis quelques mois, une étrange lassitude s'était emparée de lui. Ce n'était pas la vieillesse. C'était autre chose. Tout avait commencé subtilement. Une perte d'appétit. Des vertiges. Des trous de mémoire qu'il attribuait à la fatigue. Puis des migraines violentes, des tremblements incontrôlables, des douleurs nocturnes. Les médecins convoqués discrètement parlèrent d'un syndrome dégénératif rare, peut-être une conséquence du stress accumulé. Mais Chimamanda, elle, connaissait trop bien les signes. Elle les avait vus, autrefois, sur d'autres visages victimes de sortilèges d'Adan. Elle demanda discrètement une analyse indépendante, prélèvements sanguins, études vibratoires, tests occultes sous couvert de recherches médicales alternatives. Le résultat tomba, implacable, empoisonnement spirituel progressif. Une technique ancienne. Le poison n'était pas physique. C'était un mélange d'ondes vibratoires et de résidus mystiques, injectés par des vecteurs indirects. Probablement dans l'eau, dans l'air, ou même dans certains objets personnels. Quelqu'un, quelque part, avait activé un rituel mortel visant à consumer Obinna de l'intérieur. Les soupçons s'orientèrent vers les nouvelles recrues de l'entourage technique d'Okua, et plus particulièrement vers un nouveau réseau discret apparu autour d'Amara qui était revenu un an plus tard après la fin de ses études. Mais il était déjà trop tard. Un soir de novembre, après une réunion intense avec Ikena et Chimamanda sur les récentes anomalies financières de l'entreprise, Obinna rentra seul chez lui. Il refusa l'aide de son chauffeur, voulant savourer le calme du soir. Il s'effondra dans son bureau, une photo ancienne d'Adan glissée par erreur sous son dossier, comme une ultime moquerie du destin. Son dernier souffle fut silencieux. Le monde a pris sa mort comme un choc, crise cardiaque, disaient les journaux. Héros national disparu, pleuraient les politiciens. Mais dans le cœur de ceux qui savaient Ikena, Chimamanda, et bientôt Amara, la vérité pesait comme un secret impossible à révéler. La mort d'Obinna n'était pas naturelle. Elle était le premier sang d'une guerre nouvelle. Et ce sang appellerait d'autres sacrifices. Le jour des funérailles d'Obinna, la ville de Lagos s'était couverte d'un voile de cendres et de pluie. Comme si la terre elle-même pleurait l'un de ses fils prodiges. Sous une tente blanche dressée dans les jardins de la fondation Okua, les visages se succédaient, politiciens, magnats, anciens alliés. Mais derrière les hommages feutrés, Chimamanda sentait l'air vibrer d'une tension invisible. Quelque chose rôdait, dans l'ombre. C'est ce jour-là qu'elle la vit, Leyana. Vieillie, marquée par l'exil, mais toujours droite, élégante dans une robe noire sans fioriture. Elle était revenue. Pas pour la gloire, ni pour la vengeance. Mais pour aider, enfin. Ou peut-être pour expier. Car Leyana avait été bien plus qu'un simple pion dans l'effondrement d'Obinna, ancienne protégée d'Adan, formée dans l'art du double jeu, elle avait trahi autrefois. Puis, rongée par la culpabilité, elle s'était exilée, disparaissant dans des zones d'ombre entre l'Europe et l'Afrique. Nul ne savait vraiment ce qu'elle avait fait durant ces années. Mais aujourd'hui, elle était là. Après la cérémonie, elle attendit qu'Ikena soit seule, dans un couloir désert du siège de la fondation. Elle s'approcha lentement, leva les yeux, et dit d'une voix rauque. « Je veux réparer ce que j'ai détruit. » Ikena la fixa, méfiant, la mâchoire serrée. Mais dans son regard brûlait une sincérité brute qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et sous cette tension, il y avait autre chose. Une vieille étincelle,
un feu que ni les années ni la haine n'avaient pu éteindre. Un désir interdit. Pendant des semaines, dans le secret des nuits étouffantes de Lagos, Lyanna aida Ikena à démêler les fils du nouveau complot. Elle identifia des transferts dissimulés, intercepta des codes cryptés, repéra les nouvelles taupes infiltrées dans les sous-réseaux d'Okaha. Et dans cette collaboration clandestine, entre l'adrénaline et la fatigue, leur alliance se mua en passion. Ils devinrent amants. Un secret lourd, dangereux, mais qui leur donnait aussi la force de tenir face au retour imminent des ombres. Lyanna croyait pouvoir racheter son passé. Elle croyait pouvoir aimer et protéger. Mais elle avait sous-estimé la cruauté des dieux qu'elle avait servis autrefois. Une nuit, alors qu'elle quittait la villa discrète où elle retrouvait Ikena, sa voiture percuta de plein fouet un camion lancé à vive allure. Pas de traces de freinage. Pas de témoins. Pas de survivants, hormis le chauffeur du camion, disparu mystérieusement après l'impact. Quand Ikena arriva à la morgue, on lui remit un simple bracelet de perles, celui qu'elle portait toujours au poignet, symbole de leur serment secret. Lyanna était partie. Son dernier pari venait de s'effondrer dans une mare de sang. Mais son sacrifice ne serait pas vain. Car en mourant, elle avait laissé un message caché. Un indice crucial que Chimamanda découvrirait bientôt, changeant le cours de la guerre. La mort de Lyanna s'abattit sur Ikena comme un ouragan silencieux. Pendant des jours, il erra dans les couloirs froids de la Fondation, comme un homme privé d'ancrage. La culpabilité le rongeait, s'il n'avait pas cédé à leur passion, Lyanna serait peut-être encore en vie. Mais Chimamanda, plus lucide, comprit que ce n'était pas un accident de la route. C'était une exécution. Lyanna en savait trop. Et elle avait commencé à transmettre discrètement des informations essentielles sur l'infiltration d'Okaha. Son élimination marquait l'entrée dans une phase plus brutale du plan d'effondrement. Parmi les affaires récupérées dans la voiture détruite, un carnet avait miraculeusement survécu, protégé dans un écrin métallique. À l'intérieur, des notes en écriture codée, un schéma, et surtout un nom inscrit avec rage. Amara. Le cœur de Chimamanda se serra. Tout s'éclairait. Lyanna avait découvert ce qu'Ikena et elle refusaient encore d'admettre, Amara, la propre fille d'Ikena, était l'instrument de leur chute. Sous l'influence insidieuse de Tayo, Amara avait commencé à agir contre les intérêts d'Okaha. Discrètement. Subtilement. Elle n'était pas animée par la haine, mais par un doute corrosif, instillé en elle comme un poison, et si sa famille n'était qu'un ramassis de traîtres hypocrites? Et si Adan, diabolisée, avait en réalité été une martyre? Dans son appartement d'Oxford, transformé en quartier général temporaire pour ses recherches, Amara glissait de plus en plus loin. Elle compulsait de vieux journaux, analysait d'anciens procès-verbaux, lisait des témoignages biaisés. Chaque document, chaque ombre du passé renforçait l'idée que ses propres racines étaient pourries. Et chaque soir, à travers des appels cryptés, Tayo attisait cette blessure. Ils t'ont menti, Amara. Ils ont détruit ton vrai héritage. Tu dois le leur faire payer. Sous son influence, Amara commença à détourner des données sensibles d'Okaha, à falsifier des rapports, à encourager certaines fuites dans la presse. À ses yeux, elle ne faisait que révéler la vérité. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque geste, chaque trahison, était soigneusement orchestré pour amener Okaha à sa perte. Tayo n'était pas un amant. Il était son geôlier invisible. Dans les bureaux de la Fondation, Chimamanda et Ikena, dévastés, dressèrent enfin le constat, pour sauver Okaha, il faudrait affronter Amara. Mais comment combattre sa propre fille? Comment lutter contre une guerre où l'ennemi portait le visage du sang? Le miroir d'Amara était fissuré. Et bientôt, ce qu'il reflèterait ne serait plus qu'oubli, ruine et trahison. Dans l'immense siège d'Okaha, où le verre et l'acier se mêlaient aux ombres du passé, Chimamanda errait comme une louve blessée. Elle avait compris. Elle avait vu les signes invisibles, les serveurs ralentis à des heures incongrues, les échanges cryptés surgissant de machines prétendument déconnectées, les convocations mystérieuses d'Amara sous prétexte de projets indépendants. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient les pas silencieux d'une infiltration. Tandis qu'Ikena, ravagée par le chagrin, tentait de préserver la façade, Chimamanda, elle, décida d'attaquer. Discrètement, elle établit un réseau parallèle d'observation, caméras secrètes, capteurs de frappe clavier, algorithmes de traçage. Et ce qu'elle vit la glaça. Amara, sa chère Amara, copiait des données sensibles. Elle convoquait en cachette des sous-traitants. Elle accédait aux archives interdites, celles qui retraçaient l'ascension et la chute d'Adan.
Et elle n'était jamais seule. À travers un simple smartphone, Taiyo, l'homme sans visage, guidait ses gestes, ses hésitations. Un soir, Chimamanda l'a suivi discrètement jusque dans une bibliothèque obscure du quartier d'Ikoyi. Là, elle la vit remettre une clé USB à un inconnu. Pas de mots échangés. Juste un regard. Un échange de trahison. Chimamanda sut alors qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait choisir, sauver l'entreprise ou sauver la fille. Mais dans la nuit étouffante de la gosse, même une louve sait qu'elle ne peut mordre son propre sang sans perdre une part de son âme. Elle rentra au siège, le cœur lourd, les griffes rétractées. Le piège se refermait. Mais pas sur Amara. Sur eux tous. Dans son appartement discret, Amara contemplait son reflet dans la glace. Ses yeux autrefois clairs étaient devenus sombres, hantés. Son visage avait gardé sa beauté, mais il y avait dans son expression une dureté nouvelle. La loyauté, la famille, l'amour, tout cela semblait lointain, illusoire. Taiyo lui avait insufflé une nouvelle foi, celle de la vérité vengeresse. Et pourtant, ce soir-là, alors qu'elle décryptait d'anciens documents trouvés dans une salle scellée de la Fondation, quelque chose dérapa. Parmi les archives, elle découvrit un journal intime. Celui de Chimamanda. Une voix maternelle, tendre, tourmentée. Des lettres à Obina, à Ikena, à elle-même. Des confessions douloureuses sur la chute d'Obina, sur la trahison d'Adan, sur les luttes pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Amara lut, trembla, pleura. Pendant 1 heure, elle redevenait la petite fille fière de ses parents. Elle redevenait l'enfant qui croyait au bien, au courage, à l'honnêteté. Mais au moment où son cœur semblait prêt à se rouvrir, son téléphone vibra. Un message de Taiyo, laconique. N'oublie pas. Il te ment encore. Un autre fichier joint, une vidéo trafiquée montrant Ikena signant de prétendus accords pour étouffer des crimes financiers. La vidéo était fausse, mais Amara ne le sut pas. Taiyo le savait, dans la guerre de l'âme, il ne faut pas convaincre. Il suffit de réactiver la blessure. Sous l'emprise du doute, Amara éclata en sanglots, la rage déchirant ses entrailles. Elle déchira le journal de Chimamanda en lambeaux. Le lien fragile venait d'être brisé. Amara décida ce soir-là de passer à l'acte final. De livrer à Taiyo l'accès complet au réseau interne d'Okwa. Elle croyait venger son père. Elle croyait réparer l'histoire. Elle ne savait pas qu'elle était en train de détruire ce que son père avait tant souffert à reconstruire. Son cœur était désormais fendu. Et dans la fêlure, Taiyo s'engouffrait. Pendant qu'Amara préparait sa trahison finale, d'autres forces œuvraient dans l'ombre. La muette, celle que tous croyaient morte, avait pris un nouveau nom, Dame Yawa. Infiltrée dans la cellule juridique d'Okwa, elle tissait lentement une toile de corruption. Sa mission n'était pas simplement de saboter l'entreprise. Elle préparait un rituel. Un rituel hérité directement d'Adam, la cérémonie de l'éveil, une magie ancienne visant à ressusciter non pas un corps, mais une idée, un esprit capable d'habiter d'autres vivants. Et pour cela, il fallait un sacrifice. Le plan était d'une simplicité terrifiante, utiliser le réseau informatique d'Okwa, contaminé par Amara, pour provoquer un transfert énergétique massif à travers les signatures biométriques des employés. Chaque connexion, chaque empreinte, chaque code serait utilisé pour nourrir l'éveil. Et le cœur de ce rituel serait Amara elle-même. Car le sang d'Ikena, frère d'Obina, portait encore la trace du pouvoir ancien d'Okwa. Et sa fille, contaminée par la haine et l'illusion, serait le réceptacle parfait. Dame Yawa et Taiyo, désormais liés par un pacte de sang, avaient scellé le cercle. Le destin était tracé. Mais au fond des abîmes de cette conjuration, une voix oubliée se préparait à s'élever. Car même brisé, même trahi, le sang d'Obina n'avait pas encore livré son dernier combat. À des kilomètres de là, dans un village perdu aux confins du delta, un vieil homme aveugle se tenait face à un feu sacré. Le devin qui avait autrefois aidé Obina lors de sa retraite spirituelle. Cette nuit-là, il murmura aux étoiles. Le temps est venu. Et dans un rêve incandescent, une vision traversa la mémoire de Chimamanda. Elle se voyait, jeune, portant un enfant dans ses bras. À ses côtés, Ikena tendait la main à un homme dont le visage était obscurci, mais dans ses yeux brûlait la lumière d'Obina. Obina n'était pas mort tout entier. Avant de succomber au poison mystique, il avait laissé derrière lui une dernière clé, un dernier espoir, une connaissance oubliée, un contre-rituel capable de désamorcer l'éveil si jamais Adan, ou ses héritiers, tentaient de renaître.
Un secret transmis à travers un carnet codé, caché dans les fondations même de l'ancienne usine originelle d'Okuwa. Shimamanda, réveillé en sursaut, comprit, ils avaient une chance. Mais pour l'atteindre, il faudrait affronter non seulement Damiawa et Taiyo, mais aussi le regard d'Amara, sa fille manipulée, qui se préparait à activer l'effondrement final. Le dilemme était cruel. Sauver Amara et risquer de tout perdre. Ou la perdre pour sauver le monde qu'ils avaient bâti. Ikena et Shimamanda se retrouvèrent au lever du soleil dans la vieille serre du siège d'Okuwa. Le regard qu'ils échangèrent ne portait plus d'hésitation. Ils avaient choisi. Ils se battraient. Même si pour cela, il leur faudrait sacrifier leur propre sang. La tension était devenue irrespirable dans les couloirs d'Okuwa. Shimamanda et Ikena avaient activé l'opération au Zénith, un plan d'urgence secret, destiné à verrouiller les accès sensibles et isoler les éléments contaminés. Amara, pourtant, échappait toujours à leur prise. Taiyo avait été méticuleux, il avait fait d'elle non seulement une espionne, mais un vecteur, un instrument vivant de la destruction. Chaque fois qu'elle se connectait au réseau, une infime fraction du pouvoir sombre s'infiltrait dans les circuits, tissant une toile d'invocation imperceptible. Et puis vint l'attaque spirituelle. Un soir, alors que Shimamanda animait une réunion confidentielle dans la salle du conseil, elle ressentit soudain un serrement atroce dans la poitrine. Ses yeux se voilèrent. Son souffle se coupa. Autour d'elle, les visages s'effacèrent, remplacés par des silhouettes d'ombre, toutes tournées vers elle, murmurant en igbo ancien. « Traîtresse. Mère des menteurs. Laisse tomber le voile. » Son cœur s'arrêta. Juste une seconde. Une éternité. Ikena se précipita, pratiquant les premiers secours avec une urgence désespérée. Le service médical intervint. Officiellement, malaise cardiaque dû au stress. Officieusement, attaque mystique. Grâce à un ancien contact, Shimamanda fut conduite en urgence dans un temple caché des collines d'Oshogbo. Là, sous la houlette d'une prêtresse d'une ancienne lignée, elle subit une purification ancestrale. Pendant 3 jours, elle jeûna, entourée de fumée d'encens, baignée dans des champs oubliés. Au 3e jour, son cœur battit à nouveau au rythme de la terre. Elle était différente désormais. Éclairée. Prête à se battre non seulement avec l'esprit, mais avec l'âme. Et elle savait, il n'y aurait plus de compromis. Il fallait frapper vite. Ou périr. Le retour de Shimamanda fut marqué par une décision radicale, lancer une contre-attaque. Tandis qu'Amara, inconsciente de la véritable nature de ses actes, activait à distance la phase finale du plan de Taiyo, Ikena et Shimamanda déclenchèrent une opération de sabotage interne. Ils créèrent de faux signaux, de fausses données, noyant la toile d'invocation sous des couches d'informations contradictoires. Mais le mal était déjà trop avancé. Le 17 août, à 3 heures du matin, une série d'explosions ravagea les installations d'Okuwa. Pas des bombes. Des incendies spirituels. Les serveurs fondirent, les capteurs prirent feu. Dans le ciel noir de Lagos, des colonnes de cendres montèrent comme des bras tendus vers les étoiles. Et dans cette nuit d'apocalypse, un rituel invisible s'accomplit, l'éveil. Pendant quelques minutes, une onde de choc traversa toute la ville. Certains habitants virent des silhouettes danser dans les flammes. D'autres entendirent des voix de femmes, des rires glacés. Dame Yawa, au sommet d'un immeuble en ruine, levait les bras au ciel. À ses pieds, Taiyo récitait les dernières paroles d'Adan. Que les cendres nourrissent les nouveaux royaumes. Dans la salle de crise d'Okuwa, Ikena et Shimamanda regardaient les écrans clignoter, les alarmes hurler, le chaos engloutir des années d'efforts. Mais ils ne fléchirent pas. Car Shimamanda avait découvert le carnet secret d'Obina, retrouvé dans les ruines de l'ancienne usine, un contre-rituel, simple et terrible. Pour arrêter l'éveil, ils devraient sacrifier l'un des porteurs du sang. Amara. Ou eux-mêmes. Le dilemme ne pouvait plus être ignoré. Les cendres chantaient. Le royaume d'Okuwa brûlait. Et le choix serait sanglant. Le siège d'Okuwa n'était plus qu'un champ de ruines modernes. Les flammes avaient été maîtrisées, mais l'atmosphère, elle, restait empoisonnée, lourde de tensions invisibles. Au cœur de cet enfer, Amara se dressait, fière et brisée, les yeux flamboyants. Devant elle, son père, Ikena, le visage fermé. À ses côtés, Shimamanda, meurtrie mais debout. « Pourquoi, Amara » murmura Ikena d'une voix étranglée. « Pourquoi trahir ton sang » Amara, tremblante, brandit le manifeste qu'elle avait elle-même contribué à saboter.
Parce que vous avez menti. Parce que vous avez détruit la vérité. Vous avez tué Adan. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une incantation interdite. Shimanda s'approcha, le cœur saignant. Elle tendit un simple dossier à Amara. À l'intérieur, des preuves irréfutables, la manipulation de Tayo, la fausse vidéo, la signature cryptée des messages de contrôle. L'empreinte génétique de Tayo révélant son origine, il était le fils d'Adan, né du rituel secret destiné à détruire les Okua. Amara chancela. Non, non, ce n'est pas possible. Ikena, d'une voix brisée, ajouta. Mais tu n'as jamais été notre ennemi, Amara. Tu as été leur arme. Mais il était trop tard. Au sommet de l'immeuble dévasté, Tayo apparut, silhouette noire, implacable. Dans sa main, un talisman gravé du sceau d'Adan. Trop tard, souffla Teil. Il lança le talisman dans les airs. Une onde de choc mystique se propagea, déchirant les dernières protections de l'immeuble. Dans la confusion, Tayo se jeta sur Ikena. Un combat brutal éclata. Poing, sang, lame cachée. Shimanda tenta de protéger Amara, mais l'onde mystique la projeta contre un mur. Ikena, blessé, lutta désespérément contre Tayo, mais il savait, il ne gagnerait pas par la force. Alors, dans un dernier geste de père et de protecteur, il appela Amara du regard. « Choisis » cria-t-il. « Choisis ton camp. » Amara, en larmes, agrippa un éclat de verre à ses pieds. Et dans un hurlement de douleur et de rage, elle planta la lame dans le flanc de Tayo. Le fils d'Adan s'effondra, les yeux écarquillés de trahison. « Traîtresse » murmura-t-il avant de s'écrouler. Amara tomba à genoux, sanglotant, son monde brisé. Mais la guerre n'était pas terminée. Au loin, un grondement s'élevait. Dame Yawa approchait pour achever l'œuvre maudite d'Adan. Pendant que le sang de Tayo se mêlait à la poussière, une autre bataille, plus sourde, se jouait dans les entrailles de la ville. Dame Yawa, l'ombre de Blackgate, avait convoqué un dernier rituel. Dans un ancien amphithéâtre abandonné, entouré d'anciens partisans, elle célébrait l'éveil final. Devant elle, un autel improvisé. Au sommet, une urne scellée contenant les cendres d'Adan. Le plan était simple, insuffler l'esprit d'Adan dans un nouvel hôte par une explosion rituelle d'énergie vitale. Et cet hôte, ce devait être Amara. Mais Dame Yawa ignorait une chose. Dans l'urgence, Chimamanda, blessé mais lucide, avait transmis le dernier contre-saut laissé par Obina aux forces spéciales encore loyales à Okua. Un rituel de rupture, nécessitant un sacrifice. À l'instant où Dame Yawa entama l'incantation finale, les forces d'élite de Chimamanda investirent l'amphithéâtre. Le choc fut brutal, sauvage. Pas une bataille, mais une éruption de désespoir. Amara, portée par la culpabilité, se lança elle-même dans la mêlée, déterminée à empêcher sa propre damnation. Au sommet de l'autel, Dame Yawa vit son plan vaciller. Elle hurla une dernière malédiction, leva l'urne au-dessus de sa tête. C'est alors qu'une balle, précise, silencieuse, fusa dans l'air lourd. Elle perça le crâne de Dame Yawa. L'urne tomba, se brisa. Les cendres d'Adan se dispersèrent dans un dernier souffle noir. Le rituel fut brisé. La reine des ombres venait de mourir pour de bon. Et avec elle, l'ultime espoir de résurrection. Dans un silence déchiré seulement par les crépitements des torchers, Chimamanda, Ikena, et Amara s'agenouillèrent, épuisés, brisés, mais vivants. Le cauchemar semblait enfin terminé. Mais dans les cendres portées par le vent, quelque chose murmurait encore. Un dernier écho. Un dernier souffle. Car une idée, quand elle est née du sang et de la haine, ne meurt jamais vraiment. Le calme retomba sur la gosse comme une pluie lourde et poisseuse. Après l'affrontement final, après les cendres et les hurlements, il ne restait plus que des ruines et des souvenirs brisés. Okua n'était plus l'empire flamboyant qu'Obina avait bâti de ses mains sanglantes et généreuses. C'était désormais un édifice blessé, qui survivait par la force de quelques âmes refusant de plier. Ikena, mutilé dans son corps et dans son cœur, reprit lentement les rênes. Il parla peu, mais chaque geste, chaque regard était devenu un serment silencieux, ne plus jamais laisser l'ombre renaître. Chimamanda, elle, s'éloigna encore du pouvoir. Elle vendit ses parts, refusa les honneurs et les titres. Elle s'installa dans une modeste maison au bord de l'océan, enseignant le droit et la philosophie à une poignée d'étudiants. Elle portait en elle les cicatrices invisibles des batailles qu'aucun tribunal ne pourrait jamais juger. Et Amara.
Amara n'était plus l'enfant brillante et révoltée qu'elle avait été. Elle errait comme une âme en peine dans les couloirs silencieux d'Okua, parfois arrêtant son regard sur une plaque, une photographie ancienne, un vestige du passé. Elle savait qu'elle ne serait jamais entièrement lavée de ce qu'elle avait fait. Son cœur était une terre brûlée où aucun pardon ne pouvait germer. Un soir, alors que le soleil saignait sur les toits dorés de Lagos, Amara se rendit seule au vieux manguier planté par Obina dans les jardins de la fondation. Elle s'agenouilla dans la poussière, posa la paume contre l'écorce rugueuse, et murmura. « Je suis désolée, papa. » Mais seul le vent lui répondit, emportant ses mots au loin. Elle pleura alors, des larmes noires, lourdes, salées comme l'océan, comme si son âme elle-même se dissolvait. Des larmes d'ébène. Car certaines fautes ne s'effacent pas. Elles s'incrustent dans le sang, dans la chair, dans la mémoire des pierres. Et pendant que la nuit enveloppait la ville, quelque part, dans une cellule oubliée ou dans le cœur meurtri d'un ancien serviteur, le rêve d'Adan survivait encore, rampant dans les fissures du monde. Car une vérité cruelle demeurait. Le pouvoir trahit renaît toujours d'une manière ou d'une autre. Et si les visages changent, si les empires s'effondrent? La soif, elle, ne meurt jamais. Cette histoire ne parle pas seulement de pouvoir, de trahison ou de magie noire. Elle parle de ce que nous laissons derrière nous. Des blessures que même le temps ne peut guérir. Des héritages que l'on croit éteints et qui, en secret, continuent de respirer dans l'ombre de nos existences. Obina, Adan, Chimamanda, Ikena, Amara. Tous ont porté un combat plus grand qu'eux, celui de l'âme humaine face à l'ivresse du contrôle et au poison de l'orgueil. Ils ont aimé, trahi, espéré, détruit. Ils ont bâti des royaumes faits de verre et de sang. Mais au final, ce ne sont pas les empires qui survivent. Ce sont les cicatrices. Et parfois, dans les ruines, naît un murmure plus fort que toutes les victoires. Je n'ai pas oublié. Ainsi se ferment les portes de la saga Okua. Mais quelque part, dans la poussière, les cendres attendent. Et la mémoire. La mémoire, elle, ne meurt jamais. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Votre soutien nous aide énormément à continuer.